Alors, beaucoup de numéros manuels, page 81, ai-je bien compris? Page 88, numéros 7 et 10. Et après ça, page 104, numéros 14, 16, 17, 19, 20, 21. Alors, allons-y en rafale. À la page 81, ai-je bien compris? Donc, dès l'instant où c'est écrit variation inverse, ça veut dire que lorsqu'on multiplie, ça donne toujours la même chose. Et ça tombe bien ici. X vaut 2, Y vaut 36. Y est égal à quelque chose sur X. Et lorsque je dis qu'on multiplie, ça donne toujours la même chose. Mais c'est simple que si je remplace Y par 36 ici, et X par 2 qui est là, on va donc avoir 36 qui est égal à quelque chose sur 2. Et c'est vrai qu'il va falloir multiplier ensemble le 36 et le 2 pour obtenir ce fameux K. Et ça donne ici 72. Donc, la règle, c'est Y est égal à 72 sur X. Et on va donc pouvoir trouver tout ce qu'il faut après ça. Ici, derrière, c'est le X qu'on va chercher. Donc, si la règle, c'est Y égale à 72 sur X, et que le Y vaut 9, ben, il suffit de remplacer Y par 9, et on va trouver que c'est le X, c'est bien 8. D'ailleurs, 8 comme dans 8. Dernier exemple. Ici, lorsque je multiplie, ça fait 48. Et donc, la règle va donner Y est égal à 48 sur X. Si je remplace mon X par 24, attention, c'est parti, ben, je vais pouvoir trouver un Y qui vaut bien sûr 2. Alors, vraiment ici, une question qui vaut vraiment la peine d'être comprise. Ici, lorsqu'on dit que ça fonctionne avec une fonction variation inverse, c'est vraiment encore une fois le principe que quand on multiplie, ça donne toujours la même chose. J'ai 8 ouvriers qui prennent 30 heures. OK, Y est égal à quelque chose sur X, mais là, X, mon nombre d'ouvriers, c'est 8, et Y, mon temps pour chaque ouvrier, c'est 30. Donc, 30 est égal à quelque chose sur 8, et je vais donc trouver K est égal à 240. Et donc, la règle pour le numéro 2, c'est Y est égal à 240 sur X. C'est écrit ici d'ailleurs. Très, très, très bien. On n'oublie pas que Y, c'est le temps requis pour un ouvrier en heure, et X, bien sûr, c'est le nombre d'ouvriers. Donc, avec ça, on peut répondre, évidemment, aux questions. Si jamais on te pose une question un peu à l'envers, on te donne le temps qui est de 20, alors il faut que tu remplaces ton Y par 20. Et certains élèves ont de la difficulté à faire ça. 20 est égal à 240 sur X. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le X? Il suffit de mettre 20 sur 1. Et là, on peut faire un produit croisé, comme dans 20 fois X est égal à 1 fois 240, bien sûr, ce qui fait 240. Et comme ça, on arrive, peut-être, c'est plus facile d'arriver à la réponse qui, évidemment, va être 12 ici. Hein, n'est-ce pas? En divisant par 20, on obtient X égale 12. La question numéro 7, on voit vraiment ici qu'on a une fonction variation inverse. Plus il y a des gens, moins ça coûte cher par personne. Peut-être que c'est la location d'un autobus. J'ai pas encore lu. Ah, c'est un cadeau, tout simplement. On se met en gang pour acheter un cadeau. Donc, la règle va être Y est égal à 180 sur X. Pourquoi je trouve 180? Ben, c'est en faisant 2 fois 90. J'aimerais ça, à l'examen, là, que vous écriviez ça comme ça, Y est égal à K sur X. On remplace le Y par 90, on remplace le X par 2, puis en multipliant, je vois vraiment votre démarche pour arriver à 180. Un prof de maths, ça aime ça quand les choses sont, évidemment, propres. Et si 7 personnes participent à l'achat, ben, il suffit de remplacer X par 7. Alors, F de 7, ça veut dire que tu t'engages sur ton honneur à remplacer X par 7, et ça te donne un prix de 25,71 par personne. À la question 10 aussi, on a une fonction variation inverse. Lorsque vous remplacez correctement Y par 600 et X par 6, vous trouvez le K, ce produit constant, va toujours être de 3600. Donc, la règle, c'est Y est égal à 3600
sur x. Ça marche aussi en faisant 25 fois 144. Ça fait également 3600. Alors, n'ayez pas peur d'aller voir de quoi qu'on parle ici. Plus le prix de vente il est élevé, moins il y a de monde qui vont acheter ton CD, tout simplement. Alors, quel est le prix de vente unitaire? Quel prix de vente unitaire? Donc, ça veut dire pour chaque CD. Le groupe doit-il fixer s'il veut vendre au moins 700 copies? Donc, si je veux vendre 700 copies, ça veut dire que c'est Y ici que je dois remplacer par 700. Bon, on n'a pas montré le calcul, mais on écrirait 700 est égal à 3600 sur X. Et si vous mettez un fantôme, comme dans 700 sur 1, et vous faites un produit croisé, vous allez arriver à 5,14 $. Donc, le X, un prix de vente de 5,14 $, va faire que tu vas vendre 700 disques. Dans cette relation, le taux de variation est-il toujours de même signe? Ah, cette question-là, elle est plus difficile qu'on pense. Si vous prenez 2 points ici, et vous calculez le taux de variation, ça va vous donner un certain taux de variation. OK. Si vous prenez 2 autres points, ici, ça va vous donner un autre taux de variation. Évidemment, c'est pas le même taux de variation. Mais c'est toujours un taux de variation qui va être négatif. Donc, c'est pour ça que la réponse c'est oui, ça va toujours être de signe négatif. Évidemment, le taux de variation n'est pas le même. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment de taux de variation dans une fonction. Variation inverse. Crois-tu qu'il y aura toujours au moins un acheteur pour le disque compact, peu importe le prix? Bon, c'est un peu philosophique. Si jamais le prix c'est 3600 $, ça veut dire que mon X vaut 3600 $. Il va donc avoir un acheteur. Il va y avoir quelqu'un qui est assez fou pour acheter ton disque, même si tu le vends très très cher. Mais qu'est-ce qui arrive si je le vends plus cher que 3600 $? Là, ça va peut-être nous donner un Y de 1/2 ou de 1/10. Ben là, c'est à vous de décider si ça correspond à une personne ou à 0 personne. OK, on poursuit. On est rendu à la page 104 dans le manuel, au numéro 14. Alors, on nous demande ici la relation entre la mesure des côtés et le nombre de côtés d'un polygone. Évidemment, la mesure va dépendre du nombre de côtés, mais on sait que le périmètre est toujours de 480 cm. Donc, si j'ai 10 côtés, ce qui s'appelle un décagone, chaque côté va mesurer 48 cm. Si j'ai 20 côtés, ben, les côtés vont être plus petits. Et on voit vraiment ici un beau graphique de variation inverse. Plus le nombre de côtés est grand, plus la mesure des côtés elle est petite, parce qu'on veut toujours que ça donne un total, un périmètre, de 480 cm. Alors, le nombre de côtés est variable discrète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais la mesure des côtés, variable continue, parce que si jamais vous avez, par exemple, 130 côtés, ça risque de donner un chiffre à virgule pas très joli. On a une table de valeurs ici, on a la règle, et si jamais il y a 10 côtés, donc f de 10 est égal à 48 cm. On poursuit avec la question numéro 16, que j'adore vraiment. Alors, ici, on parle d'un périmètre de 36 unités. Et si vous avez un rectangle, et qu'un des côtés mesure justement 1 unité, il va falloir que l'autre côté mesure 17. Et en tout, ça va faire un périmètre de 36. Parce que 1 plus 17 plus 1 plus 17, ça fait bien 36. Et si c'est 2 à la place, tiens, je vais changer de couleur, ben ici, ça va être 16. Et si c'est 3, ben ici, ça va être 15. Et ça fait toujours un périmètre de 36 unités avec les nombres que je viens de mentionner. Et si on met ça dans un graphique, 1, 17, 2, 16, 4, 14, on réalise qu'on a une droite, tout simplement. Donc, il est là, ici, le 1, 17, 2, 16, 3, 15. Et c'est vraiment une droite dont le taux de variation est égal à moins 1. Et la règle va être f de x est égal à moins 1x plus 18, parce que ça commence à 18. Pourquoi il y a un rond blanc? C'est intéressant, parce qu'il ne peut pas avoir un côté de 0 puis un autre côté de 18. Cette situation-là n'existe pas. Elle ne fait pas partie de l'histoire. L'autre graphique, clairement, c'est une fonction variation inverse. On parle plus de l'aire. Si j'ai 1, si mon aire est de 36,
ça veut dire que le côté-là, ici, va mesurer 36, parce que 1 fois 36, ça fait 36. Mais si j'ai 2 ici, je vais avoir 18, parce que 2 fois 18, ça fait 36 unités carrées, bien sûr. Et si j'ai 3, ben 3 fois quoi donne 36? C'est 3 fois 12. Et on a vraiment une situation qui est différente, parce que c'est l'aire qui est constante à 36 unités carrées, et non pas le périmètre. On a vraiment ce joli graphique dont la règle est g de x égale 36 sur x. Est-ce que j'ai dit que j'aimais bien cette question-là? Qu'est-ce qui se passe de bon ensuite? On arrive à la question numéro 17. Ah, ça c'est intéressant. Je te donne 360 $ pour faire un travail et représente graphiquement le salaire horaire en fonction du temps. Le salaire horaire, c'est-à-dire le salaire à chaque heure. Mais clairement ici, on est en train de réaliser que si tu travailles juste une heure, tu vas avoir 360 $ de l'heure. Wow, tu vas avoir fait ça très rapidement. Si tu travailles 12 heures, tu vas recevoir 30 $ de l'heure. Puis si jamais tu travailles, je sais pas moi, 36 heures, ça revient plus à 10 $ de l'heure. On a vraiment une fonction ici, variation inverse. Je sais pas si la règle elle était écrite, mais c'est vraiment ici f de x qui est égal à 360 divisé par x. Mais le gars, il est pas certain, il décide plutôt d'avoir un salaire de base de 100 $ et 8 $ de l'heure. Et donc, ça se transforme en droite, cette histoire-là. On a ici la règle f de x. Encore f de x, je devrais changer. Je devrais écrire g de x, parce que f a déjà été utilisé. Donc, g de x est égal à 8x plus 100. Donc, ça commence à 100 $ et après ça, ça monte de 8 $ à chaque heure. Alors, la question, c'est si tu travailles 30 heures, qu'est-ce que tu es mieux de faire? Si tu travailles 30 heures, ben ici, tu as toujours 360 $, peu importe. Mais ici, à droite, si tu travailles 30 heures, tu vas faire 100 $ plus 8 fois 30, ce qui fait 340 $. Donc, peut-être que le scénario A valait plus la peine d'être considéré. À la question 19, il suffit d'associer les bonnes règles. J'en parlerai pas plus. Voici donc les réponses. Elles sont à l'écran. À la question numéro 20, la boîte de craquelin, on nous donne une règle, tout simplement, f de x est égal à 6x plus 55. On a un graphique qui nous raconte cette histoire-là. Et dans le fond, on nous dit à la question D, si jamais la masse est de 355, donc il fallait remplacer y par 355, on trouve 50 craquelins, donc c'était pas une question difficile. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que j'ai changé de local. Et même, j'ai changé de vêtements. Alors, il y a des choses étranges qui se passent en mathématiques des fois. Qui sait? Peut-être un jour, on pourra expliquer tout ça. Donc, au numéro 21, c'est 550 $ en tout, mais 350 juste pour l'autobus. Il reste donc 200 $ pour les billets. Et on parle d'un scénario où c'est 25 personnes qui sont allées à la soirée. Donc, c'est 8 $ par personne. Alors, c'est pour ça, ici, 8 $ par billet. Alors, le prix total, y égale, ou f de x égale 8x plus 350. Il faut pas oublier le prix de l'autobus. Alors, s'il y a 15 personnes qui participent à la soirée, 8 fois 15 plus 350, ben 8 fois 15, je pense bien que ça donne 120 plus 350. 470 $. Bye tout le monde!